Je déclare la réunion du 22 février ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Madame la gouverneure faisant fonction, Monsieur Marc Magnery, Monsieur Alain Dessert et Madame Déborah Colombini. Alors, au niveau du groupe PTB, tout le monde est là. Chez Écolo. Madame Gaillard est malade, Madame Odette est malade aussi, Madame Samedi ne viendra pas. OK. Monsieur Capa. Vous avez cité les deux absents, Président. Mme Defranc. Monsieur Lejeune. Merci bien. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant les questions d'actualité. Je salue les élèves de 5e et 6e secondaire de l'Athénée Guilanc, ainsi que leurs professeurs qui assistent à notre séance d'aujourd'hui. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2024. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Notre dernière réunion était présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne-Tans de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 47 membres y assistent. Monsieur le directeur général provincial assiste à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2023. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité, reprises sous les documents 23, 24, A05, A06, A07 et A08. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 23, 24, 130 à 134 et les documents 23, 24 de 136 à 149. Les amendements budgétaires 23, 24, AB01 à AB05 sont rejetés. Les amendements budgétaires 23, 24, AB06 et AB07 ont été retirés par leur auteur. Le procès-verbal de la réunion du 14 décembre est approuvé. La séance publique est levée à 17h40. En séance à huis clos, l'Assemblée a procédé à la désignation de Madame Annick Lapierre pour un mandat de 5 ans renouvelable en qualité de directrice-présidente de la Haute École de la province de Liège, à dater du 1er mars 2024. Merci, Monsieur le Premier secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, éloge funèbre de M. Robert Denis, ancien conseiller provincial. Mesdames, Messieurs les députés provinciaux, Monsieur le directeur général provincial, chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion que je souhaiterais évoquer aujourd'hui la mémoire de notre ancien collègue Robert Denis et papa d'André, qui nous a quittés le 2 février dernier à l'âge de 83 ans. Né à Bugdenbach le 19 mars 1940, Robert Denis fera des études en médecine vétérinaire et sera licencié en hygiène et technologie des denrées alimentaires d'origine animale. Il deviendra inspecteur général de l'Institut d'expertise vétérinaire. Robert Denis était officier de l'Ordre de la Couronne et commandeur de l'Ordre de Léopold II. On ne peut évoquer la mémoire de Robert Denis sans parler de son engagement en politique. Tout d'abord dans sa commune de Malmedy, où il deviendra bourgmestre en 1982 à l'âge de 42 ans et le restera jusqu'en 2006. Il sera également conseiller provincial libéral de 1985 à 1995, élu sur le district de Spa, à Neil, où il devra quitter notre Assemblée provinciale pour rejoindre le Parlement fédéral dont il deviendra le vice-président. C'était un homme visionnaire, comme en témoignent les nombreuses paroles émouvantes de ceux qui l'ont connu et côtoyé. Soulignons sa clairvoyance en rappelant ses décisions éclairées qui ont toujours visé le bien-être des Malmédiens, même dans les moments les plus difficiles. Mais au-delà de ses réalisations politiques, Robert Denis était avant tout un homme de cœur, un rassembleur qui savait inspirer et motiver son entourage. Son engagement envers sa ville était sans équivoque et sa présence lors d'événements récents, malgré son état de santé, témoigne de son attachement indéfectible à Malmedy et à ses habitants. Robert était également profondément impliqué dans le folklore malmédien, une dimension qui lui tenait particulièrement à cœur. En tant que président de l'Ordre du Quarmé et président d'honneur de l'École de la Warche, il contribuait activement à la préservation et à la promotion des traditions locales, incarnant ainsi l'âme même de sa ville.
Au nom de notre Assemblée, j'ai adressé un message de sympathie et de condoléances à sa famille. Puissent-ils trouver du réconfort dans les souvenirs précieux qu'ils ont partagés avec lui. Je vous demande de vous recueillir quelques instants en sa mémoire. Je vous remercie. Point 3 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. L'ordre du jour des questions d'actualité comporte 6 points. Le document A09, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à l'IPS Serein. Les documents A010 et A011, question d'actualité de plusieurs membres du Conseil provincial relatifs à l'aide aux agriculteurs. Les documents A12 et A13, question d'actualité de plusieurs membres du Conseil provincial relatifs à la vente du complexe Chirou-Croisier. Et enfin, le document A14, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à la mobilité douce dans le cadre de la mise en place de vélos partagés dans les cyclostrades. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour la première question A09, je donne la parole à M. Grégory Piron. Merci, Monsieur le Président. Voyage scolaire annulé, repas non assurés et bâtiments vétustes. L'enseignement provincial n'en peut plus. Un arrêt de travail a encore été observé à l'IPS de Serein début de ce mois. La délégation syndicale ainsi que les enseignants dénoncent un manque de moyens. En plus de la vétusté des bâtiments, comme nous l'avons remonté à plusieurs reprises au Conseil, s'ajoute un manque de moyens pédagogiques. Les professeurs ne savent plus correctement faire leur métier, alors que la province a toujours eu un rôle social important. Manque cruel de moyens, voyages annulés, services de repas plus assurés, autant de constats qui prouvent que la province ne tient plus son rôle suite aux différentes coupes budgétaires. Ainsi, à l'heure d'écrire ces quelques lignes, j'ai encore eu écho ce week-end de soucis d'alarme incendie à l'internat provincial. Quels moyens allez-vous donc proposer pour garantir aux enseignants, mais aussi aux élèves, de travailler dans de bonnes conditions de travail et en toute sécurité? Merci pour votre attention et vos réponses. Merci, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'autres interventions. J'invite donc Mme Muriel Brodurulin, députée provinciale, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur Piron m'interroge quant à la situation au sein de notre Institut provincial d'enseignement secondaire de Serein. En ce qui concerne l'état des bâtiments et des locaux, je souhaite rappeler les investissements réalisés précédemment par le pouvoir organisateur et qui ont permis de disposer de plusieurs classes rénovées et aujourd'hui parfaitement équipées. Permettez-moi de citer les classes permettant l'organisation des cours d'esthétique, d'hôtellerie, d'aide familiale ou encore les laboratoires. En termes de travaux, ce sont plus de 290 000 € en moyenne annuelle qui ont été investis au cours des 4 dernières années. Le budget de fonctionnement de l'école est en moyenne annuelle aussi d'environ 800 000 €. Le montant investi chaque année par la province de Liège pour compléter ou renouveler l'équipement didactique est de plus de 60 000 €. Permettez-moi aussi d'évoquer les investissements nombreux réalisés sur les 2 sites de l'école à Serein et à Ougré, au niveau des équipements numériques. Aujourd'hui, nous mettons aussi gratuitement à disposition des élèves de première année et de deuxième année plus de 190 ordinateurs portables et prochainement, ce ne sont pas moins de 134 élèves de troisième année qui auront la possibilité de louer ou d'acheter pour un prix de 50 € un ordinateur portable. Enfin,
Je vous informe également que toutes les classes disposent d'un projecteur data et 75% des classes sont équipées d'un tableau interactif. Certes, il reste probablement quelques travaux et quelques réparations à réaliser, mais toutes les demandes sont relayées par la direction et prises en charge par les collègues de la Direction générale des infrastructures et du développement durable, surtout par mon collègue André Denis. Quant au repas, la Direction générale me confirme que tous les repas ont été assurés, tous les jours, tant à l'école qu'à l'internat. En moyenne, ce sont plus de 300 repas qui sont préparés sur site et servis chaque jour. Par ailleurs, je pense utile de rappeler que ces repas sont préparés dans le respect des principes prévus dans le Green Deal auquel la province de Liège a souscrit. Ainsi, les repas sont préparés chaque jour et les menus proposés aux élèves et aux enseignements privilégient les produits de circuit court et de saison. Concernant le personnel d'entretien et de cuisine, le Collège provincial, attentif à la situation, a pris une série de décisions afin de renforcer les équipes sur le terrain. Ainsi, 12 nouveaux agents viennent d'être désignés en urgence pour pallier le manque d'effectifs dans certains établissements. Et 8 procédures d'appel sont actuellement en cours pour renforcer encore nos effectifs sur le terrain. J'ajouterai, d'importants travaux de réflexion sont actuellement en cours sur la mise en place d'une nouvelle stratégie de gestion de ce personnel. Les services du personnel de la Direction générale transversale finalisent cet important travail. Il sera tout prochainement porté au collège par mon collègue Luc Gillard, député président. Je suis sûre qu'il ne manquera pas de revenir vers vous une fois que ces travaux seront finalisés et dûment concertés. Je puis vous assurer que nous accordons toute la vigilance nécessaire à la situation de ce personnel, comme pour l'ensemble de notre personnel, bien sûr. Et de nouvelles mesures de renfort ne manqueront pas d'être envisagées si cela s'avère nécessaire. Concernant maintenant les voyages scolaires, si leurs modalités d'organisation ont été revues, aucun voyage scolaire n'a été annulé. Mais il est vrai que les dispositions que nous impose la Fédération Wallonie-Bruxelles rendent leur organisation plus complexe et obligent les directions à respecter une procédure particulièrement chronophage, qu'il s'agisse du pourcentage obligatoire de nombre de participants à respecter, des autorisations à obtenir de la Fédération Wallonie-Bruxelles, confirmant le respect de la norme. Les difficultés ne proviennent donc pas de l'institution provinciale qui a justement veillé à faciliter et à alléger le travail des directions par la mise à disposition d'outils informatiques. Une réunion entre les directions d'établissement et la direction générale permettra rapidement de lever les dernières interrogations. Je tiens également à rappeler que d'autres dispositions légales doivent être respectées, en termes de marché public notamment. Si elles sont bien entendu légitimes, elles peuvent parfois être également chronophages. Ainsi, il n'est pas rare qu'un marché doive être relancé, faute d'une offre conforme, ou modifié, lorsque le nombre de participants évolue à la hausse comme à la baisse. Je profite par ailleurs de votre interpellation pour souligner le succès important que notre participation au programme Erasmus+ remporte dans toutes nos écoles d'enseignement secondaire. En ce qui concerne justement, et plus précisément, l'IPES Serein, 6 enseignants ont réalisé une visite préparatoire à Aix-en-Provence, à Arcachon et à Nice, et ont pu, à cette occasion, finaliser cet accord de collaboration qui ont permis à 17 élèves de réaliser un stage d'une durée d'1 mois environ à Aix-en-Provence pour les élèves issus de la section esthétique, à Arcachon pour ceux issus des sciences économiques et à Nice pour nos assistants pharmaceutico-techniques. Plus encore que les voyages scolaires, dont la qualité du programme culturel doit être soulignée, les mobilités Erasmus+ permettent à nos élèves d'améliorer leurs compétences interculturelles et d'acquérir des compétences non techniques et transversales, autrement appelées les soft skills, très appréciées des futurs employeurs. Concernant l'alarme incendie qui s'est effectivement déclenchée le week-end,
Un court-circuit sur la carte électronique du brûleur de la chaudière de l'internat a provoqué un dégagement de fumée, entraînant le déclenchement du détecteur de fumée. Au contraire de ce que vous semblez suggérer, cela démontre justement la bonne installation et le bon fonctionnement de nos installations de détection incendie, et ce, pour la plus grande sécurité de tous. Je ne doute pas, monsieur le conseiller, que ces éléments de réponse vous permettront de mesurer le travail accompli par les équipes éducatives sur le terrain, avec le soutien du pouvoir organisateur, la province de Liège, plus soucieuse que jamais de mettre à la disposition de ses élèves, de ses personnels, les meilleures conditions d'études et de travail. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la députée. Une réaction? Donc, merci à Madame Roudure pour toutes ces réponses. Nous avons toutes et tous reçu un mail et nous nous réjouissons que l'institution provinciale soit soucieuse du bien-être de ses collaborateurs, donc ce compris des bâtiments offrant bien-être et sécurité au personnel et aux élèves, ainsi qu'en offrant des moyens pédagogiques dignes. Merci, Monsieur le conseiller. Pour la deuxième question, je donne la parole à Madame Freinet ou à Madame Wisley. Madame Freinet, je vous en prie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, agriculture versus protection des consommateurs et de la biodiversité. Nos agriculteurs ont massivement occupé nos rues, l'actualité et nos esprits ces dernières semaines. Le malaise du monde agricole est objectivement incontestable, tant sur le revenu que sur leurs charges administratives. La réponse à la va-vite des instances européennes à cet état et à cette colère, c'est de réduire les normes environnementales et de durabilité. Réponse précipitée, sous pression, et bien loin de régler les problèmes soulevés par les agriculteurs et les agricultrices. La santé des agriculteurs et de la population nous préoccupe tous et toutes, j'en suis convaincu. Dans le cadre des missions dévolues à la province, peut-on trouver de quoi aider les agriculteurs en conservant nos normes de qualité, mais aussi la protection des consommateurs, à l'aide d'un label de proximité, à l'aide de l'installation de vente en direct. Sur la problématique des charges administratives, ne peut-on pas trouver à mettre une aide mutualisée en place avec le soutien des services techniques provinciaux? Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention sur le même sujet. Je donne la parole à Monsieur Rachat ou à Madame Chêne. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, quelle aide provinciale aux agriculteurs face à la crise qu'ils traversent? Nous venons d'assister à une mobilisation inédite des agriculteurs dans plusieurs pays européens et singulièrement en Wallonie et en province de Liège. Des jeunes, des moins jeunes, exploitants, cultivateurs et éleveurs ont voulu exprimer leur colère face à des conditions de travail de plus en plus difficiles et une précarité grandissante. Un ras-le-bol bien compréhensible avec la multiplication des tâches administratives, une augmentation du prix de tous les intrants associée à une baisse régulière du prix de vente de leur production. Cette colère est d'autant plus justifiée, lorsqu'on voit les prix de plus en plus élevés pratiqués au supermarché. L'agrobusiness et les différents intermédiaires de la chaîne de valeur se sont bien engraissés sur le dos des agriculteurs comme sur des consommateurs. Le monde agricole est un pilier de notre société, avec ses milliers d'emplois et un acteur fondamental de notre souveraineté alimentaire. Et dans le monde merveilleux du libre marché,
les agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leur travail. Ils sont étranglés par une fixation des prix qu'ils ne maîtrisent plus. Ils sont étouffés par des politiques européennes qui subsidient toujours plus d'hectares et non le travail des agriculteurs, qui autorisent l'importation des produits soumis à d'autres règles et produites à des milliers de kilomètres en Nouvelle-Zélande ou prochainement en Amérique latine. Un changement de paradigme est nécessaire pour fonder un nouveau modèle agricole qui préserve la terre comme le travail de l'agriculteur. Une agriculture agroécologique avec des fermes multiprojets à l'échelle humaine et des circuits courts de distribution. Avec ces éléments de contexte, je souhaiterais donc interroger le député en charge de l'agriculture pour savoir quelle aide administrative peuvent fournir les services agricoles de la province aux agriculteurs et en particulier aux plus jeunes d'entre eux qui se lancent. Quelle aide sous forme de conseils et de suivi peuvent apporter les services agricoles de la province aux fermes qui sont en reconversion vers des pratiques agricoles écologiques? On sait aujourd'hui, pour beaucoup d'agriculteurs, les seuls conseils qu'ils reçoivent ne sont souvent que pas neutres, puisqu'ils proviennent des vendeurs de phyto, engrais et pesticides. Merci de votre attention. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. J'invite donc M. André Denis, député provincial, à la tribune pour les réponses du Collège provincial à ces deux questions. Merci, Président. D'abord, merci pour le bel éloge funèbre suite au décès de mon père. Je vous remercie également toutes celles et tous ceux qui m'ont témoigné leur sympathie à cette occasion. Voilà, merci. Toutes ces marques m'ont profondément touché. Pour ce qui est de la question concernant l'agriculture, Mesdames les conseillères provinciales, Monsieur le conseiller provincial, tout d'abord, je vous remercie pour vos questions, puisqu'elles sont sensiblement similaires. Permettez-moi d'y répondre conjointement. La situation à laquelle est confronté le monde agricole est une réalité que nous ne pouvons occulter, et nous partageons votre sentiment d'alerte. Face aux enjeux actuels et à la crise qu'il rencontre, la province de Liège a toujours été et restera à l'écoute des besoins de ses agriculteurs. Dans cette optique, nous souhaitons d'abord manifester ici notre disponibilité pour discuter d'actions provinciales que les agriculteurs de la province souhaiteraient voir mises en œuvre à notre niveau. Nous pouvons leur promettre d'être toujours ouverts à leurs demandes. Nous sommes en concertation régulière, et pas seulement en cas de crise, avec les différentes filières agricoles de notre territoire. Avant de répondre concrètement à vos questions, il convient de souligner que l'agriculture n'est pas à mettre en opposition avec la protection des consommateurs et la biodiversité, comme certains aiment à le faire. Comme vous le soulignez, les normes qui régissent cette activité essentielle à notre société sont mises à divers niveaux de pouvoir où la marge de manœuvre de la province est, vous pouvez vous en douter, restreinte. Est-ce pour autant que le soutien aux défis à relever est inexistant? Non, bien évidemment. Depuis plus de 10 ans, nos services agricoles et leurs cellules maraîchers encadrent les maraîchers, notamment ceux de reconversion biologique, et Jardins collectifs organisent annuellement une journée des maraîchers bio et favorisent la mise en réseau pour partager les bonnes pratiques. D'ailleurs, en 2023, 83 exploitations maraîchères correspondant à environ 150 maraîchers et 19 jardins collectifs ont ainsi bénéficié de conseils pour l'élaboration des plans de culture, la préparation du sol, les techniques de plantation, le suivi des ravageurs, la lutte contre les adventices, et ce, avec une approche raisonnée et respectueuse de l'environnement. Le pôle agriculture et ruralité possède une cellule pluridisciplinaire d'accompagnement des producteurs locaux,
déjà producteurs et ou transformateurs de denrées alimentaires ou porteurs de projets. Cette cellule propose un accompagnement holistique de leur production, dont un appui pour la mise en conformité aux obligations légales et réglementaires en matière de traçabilité et de sécurité alimentaire, et ce, en vue de mettre en avant notre terroir dans le respect du consommateur. Nous soutenons ainsi toute initiative de diversification et d'intégration au sein de nos fermes. J'aurais également pu citer l'encadrement d'élevage par notre vétérinaire, des conseils en culture et irrigation pour les agriculteurs souhaitant passer en bio, ou le soutien apporté au CETA, encourageant davantage l'agriculture biologique qui privilégie des méthodes de culture respectueuses de la nature, sans pesticides chimiques ni engrais synthétiques, en limitant les intrants souvent coûteux et en favorisant la biodiversité des sols et des écosystèmes. Les formations spécifiques dédiées aux agriculteurs par le CP phare en matière de bonnes pratiques d'hygiène, bonnes pratiques de fabrication et d'analyse des dangers et points critiques pour les maîtrises, le fameux HACCP. L'ASBL, le VGMAR, qui a accompagné 47 producteurs dans le cadre de la certification globale GAP, Good Agricultural Practice, et 12 producteurs pour la certification selon le VGAPLAN, guide sectoriel et standard. Il s'agit de certifications nécessaires pour la vente de légumes et fruits. Notre laboratoire, qui, au travers des analyses de fertilité du sol, de fourrage, d'engrais de ferme, de production primaire et de produits transformés ou finis, intervient sur l'ensemble du cycle de la production agricole et agroalimentaire. En 2023, le laboratoire provincial a maintenu son application dans les projets wallons Sanisol et Métaleg. Il y apporte son expertise scientifique et son expérience en matière d'analyse de métaux dans les sols et les légumes. Ce ne sont ici que des exemples, mais vous pouvez donc déjà constater que la défense du secteur n'est pas opposée à la sauvegarde de l'environnement ou à la protection du consommateur et que notre action va dans ce sens. Nous mettons toujours en place des actions qui répondent à des besoins de la filière agricole et cette aide va prioritairement dans le sens d'un soutien aux initiatives qui favorisent les circuits courts en lien avec notre territoire, avec une diversification et une intégration des productions et par là, avec une augmentation des marges bénéficiaires et la création d'une valeur ajoutée qui sont en opposition à l'obtention d'un simple prix du marché globalisé, souvent bien trop bas, comme le déplorent nombre d'agriculteurs au travers des protestations qui font aujourd'hui l'actualité. Car je crois que c'est ici que notre agriculture a une carte à jouer. Si sa réalité est morcelée, en bocage, le coût de sa main-d'œuvre et son échelle mondiale ne peuvent la faire rivaliser sur la quantité que d'autres peuvent produire. Elle peut mettre en avant, tout au moins pour une partie de sa production, ce qui fait la richesse de sa localisation, de son terroir, de son sol, par la création d'indications géographiques protégées ou d'appellations d'origine protégée, et nous entendons aussi l'accompagner vers une durabilité. Pour aller plus loin que le focus éco-responsable qu'induisent vos questions, rappelons certaines actions portées par la province sur d'autres pans du quotidien d'une ferme et qui bénéficient à l'ensemble du secteur puisque souvent nés de l'expression d'une attente, comme je le disais à l'instant. Pensons ainsi à l'abattoir de volailles qui a résolu l'absence de solution d'abattage pour tout qui souhaitait se développer une activité agricole locale viable. Notons le soutien financier apporté aux services de remplacement agricole qui permettent aux agriculteurs de s'assurer que leur exploitation tourne tout au long de l'année, tout en pouvant bénéficier d'un peu de répit parfois. Rappelons-nous tous les projets de sensibilisation que nous menons pour conscientiser tout un chacun sur la place charnière que tient l'agriculture dans notre société, cette démarche passant par une présence en foire agricole, la création d'émissions sur la transition alimentaire, le subventionnement des fermes pédagogiques qui accueillent nos enfants, l'organisation du prix des acteurs de la transition écologique et alimentaire pour donner envie de produire des initiatives pertinentes, notamment en matière de produire et consommer local, la tenue des concours du beurre et de la bière et bientôt du meilleur glacier, qui mettent en exergue le savoir-faire local et démontrent la plus-value des exploitations à taille humaine, loin des mastodontes mondiaux. Ajoutons le subside à l'investissement des maraîchers qui rencontre chaque année un franc succès et permet à beaucoup de poser de nouveaux jalons dans leurs activités avec les adaptations idoines face au marché. Enfin, et là je rejoins à nouveau un point que vous soulevez, terminons par les aides à l'installation et autres soutiens administratifs offertes par nos services et ASBL et citons en vrac
la préparation et certification bio, l'aide à la gestion administrative, technique et économique des exploitations agricoles, encadrement des chefs d'exploitation dans leur gestion quotidienne et leurs choix stratégiques, établissement de plans de reprise d'exploitation, assistance pour les démarches administratives, etc., etc. La mise en rayon de produits locaux dans les moyennes et grandes distributions en province de Liège et la fourniture de denrées alimentaires fraîches issues de notre territoire à des cuisines de collectivités, d'établissements provinciaux, en collaboration avec ma collègue en charge de l'enseignement, et également au niveau d'autres établissements externes. Une aide administrative est en outre apportée dans toutes les démarches nécessaires à une commercialisation, quelle qu'elle soit, et donc notamment directe. Ce soutien administratif et logistique à diverses étapes de l'activité de nos producteurs leur permet de se délester quelque peu des à-côtés de leur métier pour se concentrer sur ce qui fait son essence. Ceci dit, quelques mesures concertées entre ministres et syndicats ont été annoncées, comme vous avez pu le constater hier, afin de simplifier le modèle administratif auquel ils font face. On peut déjà s'en réjouir. Je pourrais continuer à énumérer nos actions de façon exhaustive, mais le rapport d'activité qui doit vous parvenir sous peu vous permettra de constater par vous-même tout ce qui est mis en œuvre en faveur de nos agriculteurs. En cela, je pense donc que nous rencontrons une bonne part des attentes que vous évoquez dans vos questions, et surtout celles du secteur qui, témoignage lors de la foire de Bâtisse à l'appui, apprécie notre accompagnement. Je vous remercie pour vos interpellations qui m'ont permis de rappeler tout ce que nous mettons en œuvre pour nos agriculteurs, et je vous remercie pour votre bonne attention. Je vous remercie, Monsieur le député provincial. Une réaction, Madame Wisley. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste ajouter un petit complément à notre note et à tout ce que vous venez d'énumérer. En effet, je trouve que la province a quand même un beau panel d'actions, mais je trouve qu'elles sont quand même fort ciblées sur la production végétale et le maraîchage. Je trouve qu'il manque un petit peu d'action au niveau de l'élevage. Donc je trouve qu'il pourrait être judicieux, par exemple, d'avoir une conserverie partagée. Il y en a une, mais uniquement pour les légumes. Pourquoi pas un atelier de découpe de viande qui pourrait être partagé par tous les agriculteurs. Mais voilà, j'entends que les agriculteurs peuvent venir vers vous pour vous suggérer ce genre de choses. Et donc je n'y manquerai pas. Merci, Madame la conseillère. Furassa. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Denis, pour la réponse assez complète qui fait prélude un peu au rapport d'activité, mais donc c'est presque un rapport d'activité que vous nous avez décrit là. Mais donc je retiens quand même juste que, en termes d'ordre de grandeur, on reste quand même en quelques dizaines, ce qui n'est pas rien, hein, mais d'exploitation ou de fermes qu'on suit. Et surtout, la formule, c'est à la demande. Et donc, je voulais simplement insister sur le fait qu'il y a peut-être besoin d'un... Je ne sais pas si c'est à la province de le faire. Nous, on pense que la province est le bon échelon pour le faire, mais peut-être que la Wallonie peut donner les subsides pour assurer ça, mais plutôt un suivi général et donc et pas uniquement à la demande comme c'est actuellement le cas. Effectivement, je rejoins aussi les points positifs qui ont été soulignés par rapport au soutien aux maraîchers. C'est vraiment reconnu et on espère que ça va continuer. Et puis, effectivement, l'élevage qui reste le parent pauvre ici en province de Liège, même si des choses sont faites, l'abattoir des volailles, c'est quand même quelque chose qu'on trouve fondamentalement positif, même s'il y a eu quelques soucis à son installation. Mais voilà, je voudrais surtout insister sur le fait qu'on change plutôt de modèle. Et donc, si on veut vraiment généraliser le modèle agroécologique, il faudrait aller vers toutes les exploitations et pas se contenter d'attendre la demande des agriculteurs. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. Pour la 4e question, à 12, je donne la parole à Madame Aline Desbarros ou à Madame Freinet. Madame Desbarros. Mesdames, Messieurs, chers collègues, un souffle citoyen contre la vente du complexe Chirou-Croisier. Cette envie citoyenne pour la préservation d'un bâtiment public dédié à la culture, nous ne l'avons pas vu venir, et ce,
De manière collective, autant le reconnaître d'emblée, malgré une intervention de notre collègue Marc Manieri au Conseil du 14 décembre 2023 concernant cette vente. Je cite « A-t-on envie de voir un Eros Center se développer au Chirou ? La province peut-elle agir ? Il ne faut pas simplement vendre au plus offrant, mais aussi pouvoir choisir le projet le plus désirable. L'emplacement est exceptionnel et cela implique une responsabilité. » Fin de citation. Les Chirou-Croisiers, ce sont 17 000 mètres carrés dédiés depuis plus de 50 ans à la culture au cœur de Liège, en plein centre-ville, avec une mise à prix de 3 800 000 € et une remise des offres pour le 28 février 2024. La bibliothèque des Chirous a trouvé sa place au B3 et c'est un succès au regard des chiffres de fréquentation. Mais les Chirous, c'est aussi le centre culturel de Liège, avec ses expositions, ses spectacles et ses animations. Il occupe le bâtiment sous l'égide d'une amphithéose qui vient à terme en 2032. Le complexe porte également le centre d'expression et de la créativité, les ateliers 04. C'est également une toute nouvelle brasserie qui va ouvrir au rez-de-chaussée de la Rotonde dans un espace rénové récemment. Aujourd'hui, des citoyens s'interrogent sur la date de mise en vente du complexe. Pourquoi tant de précipitation ? Sa vente est l'occasion de poser des questions cruciales telles que la définition de l'infrastructure publique, la place de la culture en centre-ville, ainsi que de pouvoir imaginer collectivement un projet de bien commun qui répond aux enjeux actuels de participation, de durabilité et d'inclusivité. La ville de Liège et la province doivent dès lors se poser la question de savoir ce que deviendra le centre culturel des Chirous après sa vente. L'amphithéose dont il bénéficie expire dans 9 ans pour le centre culturel. C'est le temps d'un contrat-programme et demi, donc trop court pour voir demain. Ne devrait-on pas prendre le temps d'analyser les projets qui répondent aux objectifs écologiques, au respect du patrimoine, à la demande et diversité de ses usagers ? Pour nous, il ne faut pas simplement vendre au plus offrant, mais aussi pouvoir choisir le projet le plus désirable. L'emplacement est exceptionnel et cela implique une responsabilité que simplement le céder. Nous aimerions que la province allonge le délai de la vente afin que des projets qui agissent en adéquation avec les objectifs cités ci-dessus émergent, plutôt que de raser et bétonner. Le B3 en est la preuve. Les endroits vivants et où se partagent des cultures diversifiées, des savoirs, des valeurs et de l'innovation sont nécessaires au vivre ensemble, à la démocratie et à la santé de notre province. Merci. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Pour la 5e question sur le même sujet, je donne la parole à Monsieur Rassa ou à Madame Lacomble. Bien, Rafik. Remercie, Monsieur le Président. Rebonjour. Donc, l'ancienne bibliothèque des Chirous n'a pas fini de faire parler d'elle. Certes, le déménagement s'est finalement bien terminé et le nouveau projet du B3 a été couronné de succès, mais le bâtiment des Croisiers Chirous n'a pas pour autant abandonné son caractère central avec la proximité de l'UNIF, d'école et du centre-ville commercial. Le bâtiment n'a pas abandonné non plus son caractère culturel avec le centre culturel toujours présent avec une programmation ambitieuse, mais aussi avec des volumes désormais vides mais toujours intéressants pour de la médiation culturelle. Et enfin, le bâtiment n'a pas abandonné son caractère patrimonial, puisqu'il est le témoin d'une architecture moderniste du siècle passé, toujours intéressante à conserver malgré les stigmates du temps et le besoin de restauration. Depuis notre première question sur le sujet, nous demandions aux autorités provinciales d'enclencher un processus de concertation et de participation avec les différents acteurs du dossier, mais aussi avec les habitants du quartier, pour que ce lieu ne se transforme en énième chancre urbain. Si l'occupation transitoire des lieux par une expo Vivre Liège demain et prochainement par la Biennale de l'image possible en mars prochain sont des initiatives positives pour faire vivre le lieu, il n'en demeure pas moins qu'on approche tout doucement de la date de clôture de l'appel d'offres lancé par la province pour vendre définitivement ce bâtiment, à savoir le 28 février, c'est la semaine prochaine. Entre-temps, vous n'êtes pas sans savoir qu'une pétition forte de plus de, aux dernières nouvelles, 3000, je pense, 3007, voilà, signataires associatifs, institutionnels et autres personnalités du monde socio-culturel liégeois réclament le report de cette date afin de laisser le temps à un projet de bien commun d'éclore et de se co-construire. Nous partageons cette demande et souhaitons vous entendre sur ces questions. Quelles offres vous sont parvenues jusqu'ici ? Y a-t-il des opérateurs publics
parmi celles-ci? Êtes-vous d'accord de reporter la date de clôture et de vous engager dans un processus réellement participatif pour faire naître un nouveau projet d'occupation des lieux qui préserve les caractères publics, culturels et patrimoniaux du complexe Chirou-Croisier? Merci pour vos réponses. Je vous remercie, monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir sur le sujet? Pas d'intervention. J'invite donc à nouveau monsieur André Denis, député provincial, à la tribune pour les réponses du collège provincial à ces deux questions. Merci, monsieur le président. Mesdames les conseillères, monsieur le conseiller, à nouveau, vos questions d'actualité sont à ce point semblables que je vais faire d'une pierre deux coups en y répondant simultanément. Permettez-moi d'éclaircir le rôle de la province quant à la vente des Chirous ou de tout autre bâtiment qui participerait à la démarche de rationalisation qui nous semble être nécessaire pour endosser au mieux les missions que nous entendons mener auprès des citoyens. Une fois la décision de se départir d'un immeuble prise, le Conseil provincial, exerçant l'autonomie que lui confère la Constitution, est en principe libre de choisir soit la vente publique, soit la vente de gré à gré. Ce choix, s'il est libre, n'en est pas pour autant indépendant, puisque il est soumis à une autorité de tutelle qui, par circulaire ministérielle, exige que le principe d'égalité entre les acquéreurs potentiels soit impérativement respecté. Cette circulaire rappelle aussi, dans la foulée, que, je cite, « Il est de l'intérêt même du pouvoir local, et plus particulièrement de son intérêt financier, de faire jouer la concurrence pour obtenir un maximum d'offres et ainsi le meilleur prix de vente. » Les choses sont claires. La province de Liège, dans pareil cas, se doit d'obtenir le meilleur prix, que la vente soit publique ou de gré à gré. Ajoutons que le respect de cette condition nous permet celui de la condition précédente, à savoir l'égalité imposée entre l'acquéreur potentiel, la proposition de chacun étant traitée sur base d'un critère objectif et aisément quantifiable. Reconnaissez que c'est moins le cas de critères tels que l'aura urbanistique, le risque de friche ou l'ancrage dans la dynamique du quartier. D'autant que dans l'état de droit qui est le nôtre, la province ne peut poursuivre d'autres buts que ceux qui correspondent aux compétences qui sont les siennes. Or, justement, l'aménagement du territoire ou le patrimoine n'en font pas partie. Elle ne peut donc se prononcer sur ces éléments face à un potentiel acheteur et doit les laisser au niveau de pouvoir compétent en la matière, soit ici, la région et la ville de Liège. Car ce sont bien à ces autorités municipales et régionales qu'il appartiendra d'agir au gré de l'évolution du projet qui sera déposé sur leur table. Ce sont elles qui baliseront ce dernier. Il ne peut exister en notre chef provincial aucune autre considération que le prix. Pas de conditions exprimées dans un cahier des charges, pas de critères ou d'objectifs régissant une quelconque négociation donc. Pour répondre directement aux suggestions ou souhaits émis à travers vos questions, on ne peut, a fortiori, modifier les conditions de la vente décidées par ce Conseil afin d'assurer la protection de certains intérêts d'entités privées, fussent-elles ceux d'associations culturelles sans but lucratif. Ceci étant, ces considérations ne sont pas les seuls facteurs limitants au regard de votre demande, que j'entends au demeurant. En effet, en matière de propriété, nous nous devons de respecter un juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la protection du droit et du respect des biens. Il doit ainsi exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Dans le cas qui nous occupe, nul ne contestera que l'état du bien réclame une énorme charge d'investissement afin d'assurer sa remise en état et aux normes. Pour que son projet soit viable, l'acquéreur devra trouver un équilibre fragile entre les différentes affectations à donner aux lieux rénovés. Entre son offre et l'obtention du permis, cet enjeu le contraindra inévitablement à adapter le dit projet au contexte du bâtiment qui l'accueillera. Les contraintes du centre-ville, de l'époque et inhérents à ce type d'investissement sont considérables. Ce serait une ingérence problématique que d'ajouter d'initiatives, celle que vous suggérez, d'autant qu'elle-même a reconnu devant cette Assemblée ne plus souhaiter exercer son droit de propriété sur ce bien.
Vous relayez aussi dans vos interpellations le souhait de voir le délai pour faire offre être prolongé. Ceci n'est hélas pas possible. D'abord parce que ce délai, c'est vous, ce Conseil, qui l'avez validé en décembre et qu'aucun élément nouveau et inconnu au moment de cette décision n'est intervenu depuis lors qui justifierait une révision de cette décision. Pourquoi invalider en février ce qui a été voté sans opposition 3 mois plus tôt? Ensuite, parce que modifier le délai à ce stade ferait courir un risque juridique majeur à l'ensemble de la procédure. L'annonce de la procédure a en effet généré un vif intérêt de la part d'opérateurs susceptibles de se positionner en acquéreurs. S'ils sont nombreux à avoir demandé le dossier de vente, aucun n'a manifesté de réserve quant au laps de temps imparti pour se positionner. Changer unilatéralement ce timing serait rompre le devoir d'impartialité évoqué ici avant en laissant supposer qu'un gain de temps serait bénéfique à l'apparition d'autres intéressés, porteurs d'autres projets. N'est-ce pas rompre avec le respect de l'égalité? Cette posture, qui laisserait sous-entendre un potentiel favoritisme, fragiliserait donc l'ensemble de la démarche et ouvrirait la voie à des recours dont on sait qu'ils nous éloigneraient du moment où ce cœur de ville pourrait bénéficier de la cure de jouvence que ceci promet et qu'il mérite. Enfin, évoquons les occupants actuels des lieux, souvent effectivement, vous en avez parlé, opérateurs culturels, toujours participant à la vie de quartier. Dans vos interpellations, vous dites craindre le risque de chancre urbain si un statu quo était maintenu pour permettre aux occupants de jouir davantage des lieux dans les mêmes conditions. Les vastes espaces inoccupés que cela induirait en l'absence de projet de rénovation seraient justement source de ce risque. Cette nécessité de travaux profonds afin de donner une nouvelle vie au site implique de facto la question du futur des occupants bénéficiant de droits réels d'usage accordés par la province. Ces droits qui les protègent s'imposeront à l'acheteur qui devra envisager de négocier avec eux l'aménagement adéquat de leur situation en fonction du chantier et de la disposition des lieux qu'ils projettent. Chacun sera donc bel et bien considéré et aura voix au chapitre. Ainsi, je pense vous avoir expliqué le plus précisément possible les motifs qui limitent les possibilités d'action de notre Conseil sur ces enjeux, mais aussi les portes qui s'ouvrent auprès d'autres interlocuteurs dans le cadre de cette procédure d'achat, afin de permettre le meilleur avenir possible aux Chirous qui nous ont été si chers. Je vous remercie pour votre bonne attention. Je vous remercie, monsieur le député provincial. Une réaction sur ça? Merci, monsieur Denis, pour votre réponse. Donc, en gros, c'est non, hein, donc vous n'allez pas prolonger la date. Et vous dites vous-même, il n'y a rien qui le justifie, parce qu'il n'y a rien de nouveau, mais s'il y a quelque chose de nouveau, il y a une pétition où il y a quand même plusieurs signataires, mais non des moindres, je pense. Enfin, si vous allez voir cette liste de signataires, c'est quand même tout un monde socioculturel qui souhaite entamer une démarche. Je vois bien le souci du respect du principe d'égalité, hein, je comprends, mais en même temps, voilà, je prends acte de votre refus de prolonger, c'est dommage, et je veux quand même dire que le principe de cette vente initiale, ce que vous avez dit tout au début de votre réponse, la démarche de rationalisation, parce qu'on aurait pu choisir de ne pas rationaliser et d'avoir une autre affectation qui est toujours dans les compétences de la province. Ça aurait pu devenir un lieu culturel autre, hein, et je vais vous faire l'exercice en 2000, imaginons, on sera peut-être plus là, mais imaginons qu'on est en 2074, hein, le B3, parce qu'on n'a pas suffisamment investi, est en train de dépérir. Hein, est-ce que vous aimeriez le voir disparaître et le vendre au privé sans pouvoir dire vous-même quel projet vous souhaitez avoir dans ce B3? Je pense que la réponse serait non, parce que c'est un projet, ce lieu a une vie, c'est du patrimoine. Je sais bien que le patrimoine ne fait pas partie des compétences provinciales, mais il n'empêche que vous avez investi un lieu qui est patrimonial aujourd'hui, qui a une valeur et qui mérite qu'on s'y attache et qu'on ne le vende pas au premier offrant. Enfin voilà, on n'est pas d'accord, mais c'est regrettable. Merci. Merci, monsieur le chef de groupe. Madame Freinet.
Juste en complément, et pour ne pas allonger la sauce, parce que voilà. En démocratie, c'est chouette de changer d'avis parfois. Hein. C'est ça aussi la démocratie, c'est une démocratie vivante. Et donc, ce qu'on vient de voir à Liège, c'est des citoyens, et pas des moindres, qui se mettent en mouvement, qui nous disent à tous les groupes qui sont ici, ben, vous vous êtes fourvoyés, et nous l'avons dit dans l'intervention, ben oui, on ne l'a pas vu venir, celle-là. Donc voilà, on essaye juste de rectifier quelque chose parce que les gens nous alertent sur cette situation. Voilà, c'est tout. Une démocratie vivante, c'est une démocratie qui vit et une démocratie qui peut changer d'avis. Merci, Madame la conseillère. Nous pouvons passer à la 6e et dernière question. Je donne la parole à Monsieur El Hadjaji. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, vous savez combien l'enjeu climatique est crucial pour notre province, car nous devons collectivement faire face aux effets importants, voire irréversibles, du dérèglement climatique. Il existe une multitude de manières d'agir, chacun à son niveau, chacun peut faire sa part, chacun doit faire sa part, et la province est un des acteurs publics clés pour agir en ce sens. L'urgence est bien là, et toutes les bonnes initiatives, publiques et ou privées, sont à prendre en matière de mobilité, d'aménagement résilient du territoire, de tourisme durable ou encore de réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre. Parmi les initiatives possibles et réalisables à notre échelle, je souhaite pour le groupe Écolo proposer à notre Assemblée un projet qui présente à mon sens de nombreux avantages. Il s'agit de la mise en place de vélos partagés sur les tronçons de cyclostrades, véloroutes et autres voies douces de type Ravel de notre province. Ces vélos présentent l'avantage de rendre encore plus attractifs les voies de mobilité douce que le gouvernement wallon s'est engagé à réaliser afin d'augmenter la part modale de l'utilisation du vélo dans les années à venir pour atteindre les 5%. La mise en place de vélos partagés par la province permettrait aussi de visibiliser dans l'espace public la contribution concrète de l'autorité provinciale au soutien à la mobilité douce, non polluante et durable. Une première étape pour avancer en ce sens consisterait pour la province de consulter les communes de l'ensemble de son territoire, notamment via les agents POLEC, les échevins de la mobilité, de l'environnement ou encore du tourisme, afin de connaître leur intérêt pour la mise en place de ce type de vélo partagé dans l'espace public. Les maisons du tourisme, les centres culturels, les maisons de jeunesse pourraient aussi être associés à la démarche et remettre un avis. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir véritablement développer un réseau de la mobilité douce dont les cyclostrades seraient la colonne vertébrale. Par ailleurs, l'utilisation de ces équipements permettrait d'utiliser des emplacements publicitaires sur ces vélos ou à côté de ces bornes pour prévoir des rechargements pour les vélos électriques, des panneaux qui pourraient diffuser des messages d'intérêt public en faveur du sport, de la culture, du tourisme ou encore de la santé. Pour Écolo, ce type d'infrastructure relève de la logique de la supracommunalité, est tout à fait pertinent pour le niveau provincial et mériterait d'être étudié afin d'accélérer la transition et le déploiement de solutions durables et résilientes dans nos vallées sinistrées. À titre d'exemple, actuellement, le projet de la Vesdrienne, qui est lancé concrètement depuis le début de cette année, pourrait servir de premier projet pilote pour développer un réseau de vélos partagés sur ce tronçon stratégique et rendre plus accessible ce nouvel aménagement public. D'autres équipements pourraient y être pensés aussi, des bornes de rechargement, je l'ai dit, des box vélos ou encore de petits lieux de réparation en cas de crevaison, des espaces à vocation touristique. Vous le voyez, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un projet porté par la province de Liège qui rentre dans ses missions parce qu'elle a déjà une expérience pour la mise en place de vélos partagés. J'en avais vu à l'entrée de ce bâtiment, mais visiblement, ils ont disparu. Et elle a aussi une expérience pour créer des bornes de recharge. Elle l'a notamment fait dans cette mandature pour les voitures électriques. Donc, chers collègues, et je conclurai par ceci, tous les éléments existent pour avancer et concrétiser ce projet. Reste la volonté politique commune
pour en faire une priorité dans les projets provinciaux. Écolo soutiendra les initiatives qui s'inscrivent dans cette vision d'avenir. Nous aimerions dès lors, en séance publique, connaître l'avis du Collège provincial sur cette proposition, faire le point sur les vélos partagés actuellement disponibles ou ceux que vous projetez de développer à l'avenir. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'autres interventions. J'invite donc monsieur Claude Klinkenberg, député provincial, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général, chers collègues, Monsieur le Conseiller provincial, cher Agip, d'abord, je vous remercie pour votre question qui rejoint bien évidemment à la fois mes préoccupations, mais aussi celles de l'ensemble du Collège provincial. Pour s'en convaincre, je vous invite à consulter l'excellent livre de chevet que votre collègue, Monsieur Manieri, utilise régulièrement, et plus constamment, et qui s'appelle, comme vous le savez, 2018-2024. Je vous donne un exemplaire si vous le souhaitez, mais je suppose que vous l'avez. C'est paru dans nos éditions à la province, hein, donc vous pouvez l'avoir quand vous voulez. Votre intervention, quand elle met en place de vélos partagés, va me permettre de faire un point sur l'ensemble des dossiers de mobilité douce portés par le Collège provincial. Et je dirais d'emblée, nous l'avons écrit, c'est ici, nous l'avons dit et nous l'avons fait. Tout d'abord, la mise à disposition de vélos assistance électrique partagés, le Collège provincial s'est attelé dès 2021 à développer ce projet pour ses propres agents. À l'heure actuelle, 16 vélos sont disponibles sur 5 sites provinciaux, dont le nouveau B3, dont vous avez parlé, le Val-Benoît ou encore le complexe Opéra. L'objectif est de permettre à nos agents d'effectuer des trajets entre les différents pôles provinciaux avec ces fameux vélos. Il est vrai, comme me le confiait mon collègue André Denis, nous espérions que nos collaborateurs se saisissent davantage de cette opportunité, mais les travaux liés au développement du tram et ses corollaires, la sécurité routière, le plan de mobilité compliqué, les ont, semble-t-il, refroidis un petit peu pour le moment. Il nous faudra inévitablement remettre l'ouvrage sur le métier au cours de la prochaine législature. À côté de ces vélos, nous avons créé de multiples abris à vélos. Outre ceux installés sur nos parkings d'écovoiturage, 32 sites provinciaux se sont vus équipés de 350 racks. Parmi ces sites, 8 offrent également le rechargement électrique. Permettez-moi de faire une parenthèse suite à votre évocation de développement de ces vélos partagés à partir des cyclostrates. C'est effectivement une proposition qui mérite que l'on s'y attarde. 2 réflexions. Tout d'abord, un cyclostrate est une liaison cyclable à haut niveau de service tel que défini par le décret de la région du 24 novembre 2022, vous l'avez évoqué, reliant une ville et sa périphérie. Les grands pôles de services d'activité ou d'intermodalité, le concept, s'il n'est pas neuf en soi, en est assez balbutiement en Wallonie. Les 2 premiers kilomètres ont été inaugurés en mai 2023. Malheureusement, ce n'est pas chez nous. Depuis le château de la Hulpe, pour la province de Liège, un premier tronçon concernant une petite partie de la Vesdrienne, qui vous est évidemment fort à cœur, mais les travaux ne débuteront qu'en fin 2024. Ensuite, vous comprendrez dès lors qu'il est tout simplement beaucoup trop tôt pour imaginer un développement plus large, d'autant que pour l'instant, seule la région est à la manœuvre. Et je précise qu'il m'est difficile d'engager le prochain collège, alors que nous ne savons pas à quelle sauce la prochaine déclaration de politique générale régionale va nous manger en ce qui concerne le financement des zones de secours. En clair, quels seront les moyens financiers dont nous disposerons encore. Des choix devront être opérés. Mais à titre personnel, je ne pourrais concevoir que notre prochaine déclaration de politique provinciale reste muette quant aux enjeux sociétaux que sont, entre autres, la mobilité douce ou encore la diminution de notre empreinte carbone. Toutefois, ces nouvelles charges imposées au cours de cette législature ne nous ont pas empêchés de travailler et d'obtenir des résultats. Ainsi, le dossier POLEC, lancé par la région Wallonne et pour lequel la province a été lauréate en 2020, ce dossier voulant la promotion de mobilité douce par l'organisation d'un marché public pour l'achat d'infrastructures de rechargement pour vélos électriques. Pour ce faire, un montant couvrant 75% de l'investissement plafonné à 200 000 € était octroyé aux coordinateurs supracommunaux, en l'occurrence ici notre belle province. En plus, ce subside accordé par la région Wallonne, la province de Liège a apporté son expertise via son département des infrastructures et développement durable pour conseiller les communes en vue de l'installation de ce RAC.
Fin juin 2024, les 43 communes participantes à ce marché devront avoir installé les 422 racks commandés et ainsi pouvoir recevoir leurs subsides. 43 communes sur 84, je crois que ce n'est pas si mal. Autre dossier de mobilité douce que vous évoquez, le développement du réseau Ravel. Comme vous le savez, la province de Liège, au travers de Liège Europe Métropole, a financé considérablement ce mode de déplacement. Ce sont plusieurs projets ainsi qui ont pu aboutir pour un montant total en promesse ferme de 1 180 000 €, auquel il faut ajouter 731 000 en promesse de principe. Enfin, je terminerai le tour de la question en évoquant le développement du réseau Point Nœud, qui, comme vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Ce projet et le financement provinciaux qui y sont liés ont permis de baliser déjà 1700 km au travers de quelques 9600 panneaux. Et ce n'est pas fini, puisque pour fin 2024, l'FTPL a débloqué un budget de 235 000 € avec lequel elle entend étendre le réseau de quelques 500 km supplémentaires, portant le total à 2200 km. Je pourrais rajouter les investissements afin de confortabiliser le réseau Point Nœud. Ainsi, grâce à la proactivité, la FTPL a décroché un budget supplémentaire d'1 064 000 dans le cadre d'un projet Interreg dédié au slow tourisme. Vous l'avez remarqué, Monsieur le conseiller, la province de Liège et son collège ne sont pas restés les pieds en éventail dans ces dossiers de mobilité douce. Vous admettrez avec moi que nous avons enclenché le grand braquet, et ce, dès le début. Je vous l'ai déjà dit, je suis dès lors fier de le redire. Nous l'avons écrit, nous l'avons dit, et nous l'avons fait, et nous le ferons encore. Merci. Évidemment, je me tiens à votre entière disposition en commission pour continuer à développer ce type de projet qui, je considère important pour notre province et la volonté globale que nous avons toutes et tous de faire avancer nos beaux projets. Je vous remercie, monsieur le député provincial. Une réaction ? Merci pour vos réponses, les précisions apportées. Je pense qu'on peut se rejoindre sur un premier constat, c'est que les aménagements pour l'utilisation de ce type de vélo ou d'équipement est fondamental. Et donc les cyclostrades offrent véritablement un aménagement important, sécurisé, qui permettrait véritablement d'utiliser davantage le vélo. Deuxièmement, vous nous donnez un chiffre, 16 vélos mis à disposition du personnel provincial. Un premier pas, je dirais, mais soyons plus ambitieux, voyons large. Est-ce que ces vélos pourraient être mis à la disposition de l'ensemble de la population, moyennement un abonnement, ce qui permettrait à chaque personne qui utilise ce vélo de rendre visible la contribution de la province de Liège dans la mobilité douce. Alors le B3, Opéra, Valbenoît, très bien. Je pense que c'est déjà le début d'un réseau qui peut voir le jour à Liège. Peut-être sortir de Liège et voir au-delà. Aujourd'hui, à Verviers même, où je suis conseiller communal, aucun box à vélo n'existe. Et pour ce qui est des vélos partagés, on a eu un moment une expérience avec des trottinettes, mais aujourd'hui, rien n'est mis en place. Alors aujourd'hui, même si la Vézrienne n'est pas encore en place, je pense que dans le cœur d'une ville, on pourrait déjà réfléchir à des réseaux de 2, 3, 4 points nœuds, la piscine, l'hôtel de ville, la bibliothèque, qui permettraient d'engranger déjà une expérience sur ces vélos partagés et ensuite de les augmenter. Et enfin, je voudrais terminer par ça, si ça n'est pas la province qui le fait, on va avoir ce qui se fait dans d'autres villes, à savoir des entreprises privées qui vont utiliser des grands panneaux publicitaires pour nous faire la promotion de tout et parfois n'importe quoi, dans l'utilisation du vélo qui sera associé comme un prétexte à une rentabilité liée à la publicité. Et en ce qui concerne Écolo, nous souhaiterions que cette publicité soit une publicité portée par la province, d'intérêt public et d'intérêt général. Et donc ce sera avec plaisir que je continuerai cette discussion avec vous en commission. Merci pour vos réponses. Merci, monsieur le conseiller. Les points 4 et 5 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 150 et 151, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL Théâtre de Liège et Centre Wallon d'art contemporain de la communauté française La Châtaigneraie. Le document 151 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Mme Chantal Neven-Jacob, à nous en faire connaître les conclusions.
Vous avez la parole, Madame la conseillère. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la première commission du Conseil provincial s'est réunie ce mardi 20 février 2024 à 17 h et a examiné le rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province et la SBL Centre Wallon d'Art Contemporain de la Communauté française, la Châtaigneraie. Exercice 2022, rapport prévision 2023, document 2324/151. Une conseillère se demande pourquoi le subside provincial, qui était de 28 835 € en 2023, n'est plus que de 14 750 € en 2024. Il lui est répondu que la Châtaigneraie avait l'intention de construire une résidence d'artistes, mais que ce projet, qui était soutenu par la province et la commune de Flémal, a dû évoluer différemment suite au Covid et à l'augmentation du prix des matériaux. Et c'est ce qui justifie la diminution du subside provincial. Le rapport d'évaluation a été approuvé par 7 oui, 0 non et 2 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère. Le document 150 n'ayant quant à lui soulevé aucune question, c'est par 7 voix pour et 3 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 2 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 2 résolutions. Les points 6 à 9 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 152 à 154 et 162. Octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Théâtre de Liège, Voix de femmes, Stage de danse et compagnie Ikenunk. Le document 153 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Mme Aline de Barros, à nous en faire connaître les conclusions. Alors, lors de la première commission, donc, une conseillère pose une question d'ordre général sur les demandes de subventions et plus particulièrement le document 153. En effet, dans chaque demande, il est stipulé que les logos de la province de Liège doivent figurer sur les documents promotionnels. La question est, est-ce que c'est vérifié et s'il y a un manquement, comment cela se passe? Plus particulièrement pour le document 153, pour exemple, la conseillère a été sur les réseaux et le site de l'association. Et à part sur le site internet dans l'onglet partenaires, il n'y avait aucun visuel. Donc comment cela se passe? Surtout comme dans ce cas, l'événement a lieu plusieurs mois avant la demande de subside. La réponse apportée est que oui, il y a des vérifications, même si ce n'est pas pour toutes les demandes au vu du nombre important de celles-ci. Et pour le document 153 et la plupart des demandes de subside qui ont un lien avec l'art, la plupart du temps, les outils promotionnels sont une œuvre en soi. Donc il est logique qu'il n'y ait aucun logo dessus, au risque de dénaturer le visuel. Beaucoup des demandeurs sont aussi des habitués et font alors un onglet partenaire, comme ici, pour le document 153, sur leur site, avec le logo de la province et des autres participants, et des autres subsidiaires. De plus, la province n'est pas en général le subside le plus important, de ce fait exiger d'être sur tous les visuels est délicat. Dans tous les cas, la discussion est ouverte, si besoin, sur le sujet, la question ayant déjà été posée pendant cette législature. Et alors, le point a été voté à 8 voix pour et 2 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Les 3 autres documents n'ayant quant à eux soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 4 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 4 résolutions. Les points 10 et 11 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 155 et 156, octroi de subventions en matière de relations avec les territoires, les villes et les communes, demande de prolongation du délai de production des justificatifs pour les subventions octroyées à la ville de Limbourg et à la commune de Pépinster dans le cadre de la dotation wallonne destinée à participer aux charges exceptionnelles liées aux inondations des 14 et 15 juillet 2021.
Ces deux documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité, le Conseil adopte les deux résolutions. Point 12 de l'ordre du jour, le document 157. Octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien de la SBL Liège Académie Basket, fonctionnement de la formation des jeunes joueurs et joueuses durant les saisons sportives 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Isabelle Limblin, à nous en faire connaître les conclusions. Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les conseillers, la commission numéro 2 s'est tenue le 20 février 2024 au Palais provincial. Donc le document 23-24-153 concernant l'octroi de subventions en matière de sport, une demande de soutien de la SBL de Liège Académie Basket pour le fonctionnement de la formation des jeunes joueurs et joueuses durant les saisons sportives 2004, 2025, 2025, 2026, 2026, 2027. Une commissaire s'interroge de savoir pourquoi la subvention s'étend sur 3 ans. Il lui a été rappelé qu'il s'agit ici d'une formation et non de grands événements. Il lui a répondu qu'il était inconcevable de développer des projets de formation sur une seule année. C'est une question de cohérence. Les subventions pour les grands événements comme la classique ardennaise ou le meeting d'athlétisme, les subventions se font pour une durée de 6 ans. Le résultat du vote était de 6 voix pour et 4 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la deuxième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 13 de l'ordre du jour, le document 158, don de matériel de coiffure au profit de la province de Liège et plus particulièrement pour l'école polytechnique de Huy. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la troisième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 14 de l'ordre du jour. Le document 159. Octroi de subventions en matière d'infrastructures et développement durable, proposition de convention entre la commune de Villers-le-Bouillet, la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, la SOFICO, la Direction générale mobilité et infrastructures du SPOE et la province de Liège, relatif à la réalisation de travaux pour l'aménagement d'un parking d'écovoiturage et d'une aire de convivialité rue de Tihange, le long de la nationale 65 à Villers-le-Bouillet. Ce document a été soumis à l'examen de la quatrième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre quatrième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la quatrième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 15 de l'ordre du jour. Le document 163. Arrêt des activités provinciales en lien avec l'insémination porcine, le SIAP, don des verras et du matériel spécifique et de laboratoire. Ce document a été soumis à l'examen de la quatrième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Marie Monville, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Merci, Monsieur le Président. Une simple question d'un commissaire qui s'inquiétait de l'avenir de 3 porcs qui sont destinés à l'abattoir. Il se demandait pour quel motif voilà, on avait posé ce choix. Et donc la réponse qui lui a été formulée, c'est que ces porcs étaient déjà assez âgés, et donc moins productifs et de moins bonne qualité. Alors,
Alors, 8 voix pour et 2 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. N'écoutez pas les intervenants ici derrière. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Personne. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 4e commission. Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 16 de l'ordre du jour, le document 160. ASBL, Commission de gestion du parc naturel Haute-Fagne-Eifel, proposition de charte paysagère du parc naturel Haute-Fagne-Eifel. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Valérie Lux, à nous en faire connaître les conclusions. Ah, c'est disparu. Merci, Monsieur le Président. Attendez. Voilà. Votre 5e commission s'est réunie ce mercredi 21 février concernant la proposition de charte paysagère du parc naturel des Hautes-Fagne-Eifel, document 23-24-160. La proposition de charte nous a été présentée par le directeur ad interim du parc naturel. Il nous a expliqué en détail la méthode de mise en place. Ce travail a débouché sur des recommandations générales et thématiques avec un plan d'action sur 10 ans. Une première question a été posée par un conseiller concernant la possibilité d'y avoir une force de contrainte pour l'application de la charte. Il est répondu qu'il s'agit d'un outil d'aide à la décision. Une réflexion pourrait attirer l'attention de la région wallonne sur le sujet, mais cependant, les acteurs concernés ont participé et validé la charte, ce qui devrait être positif pour l'application des recommandations. Une seconde intervention a eu lieu par une conseillère pour féliciter le travail accompli et le contenu de cette brochure qui vous sera distribuée, reprenant complètement la méthode et les recommandations. Elle demande si cette brochure sera envoyée aux acteurs concernés et aux députés wallons. Il est répondu qu'une diffusion plus large est effectivement prévue, mais d'abord, la charte doit d'abord être validée par notre Conseil. Le point est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 17 de l'ordre du jour, le document 161, culte, budget 2024 de la fabrique d'église orthodoxe grecque d'Ormition de la Vierge, rue de la Chapelle à Verviers. Avis favorable. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 1 abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui s'abstient? Le groupe PTB. Qui est pour? L'ensemble des autres groupes. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 18 de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance du 25 janvier 2024. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le lundi 25 mars 2024 à 16h30. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Le lundi 25. Oui.